les clés, ne les perds pas sur le... Retrouvez les clés de l'IMO, présentées par Philippe Cohen. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque semaine dans notre chronique immobilière, les clés de l'IMO. Au sommaire, nous allons évoquer la vente d'un lot en copropriété et en particulier l'aspect financier que se doivent l'acquéreur et le vendeur au moment de la transaction. Dans un deuxième temps, nous poserons notre question juridique et enfin nous présenterons un bien immobilier. Il s'agit d'une maison dans le quartier de Saint-Loup. Les clés de l'IMO, c'est quand? C'est aujourd'hui? Mais oui, c'est tout de suite, c'est maintenant. Les clés de l'IMO, c'est tout de suite. Alors lorsqu'on parle de la vente d'un lot en copropriété, la vente est assez classique d'une façon générale, mais il faut bien s'assurer que d'un point de vue financier, tout est clair entre l'acquéreur et le vendeur, donc pour le lot concerné et la copropriété elle-même. L'acquéreur doit avoir connaissance de toutes les charges auxquelles il va être soumis dès la signature de l'acte notarié. De ce fait, la loi prévoit que des informations doivent obligatoirement être remises au futur acquéreur, telles le montant des charges prévues dans le budget prévisionnel, le montant du fonds de travaux en particulier. Et il y a une répartition conventionnelle des frais, des différentes charges entre vendeurs et acquéreurs, qui est une pratique généralisée et qui est établie sur ces informations. Et elle doit être claire et équitable, cette répartition, pour éviter toute contestation ultérieure. Alors, il y a un premier document obligatoire lors de cette transaction, c'est ce qu'on appelle l'état daté. Qu'est-ce que l'état daté? Eh bien, l'état daté, c'est un document qui précise l'état de la situation comptable du propriétaire à la date de la réalisation de la transaction. Et dans le cas d'une vente d'un lot en copropriété, l'état daté est un document obligatoire qui doit être établi par le syndic de copropriété, qu'il soit professionnel ou bénévole. Ce document comprend toutes les informations financières de la copropriété et les procédures judiciaires éventuellement qui seraient en cours. L'état daté est toujours à la charge du vendeur, donc au niveau du coût, c'est-à-dire qu'il doit payer au syndic le coût de la rédaction du document. L'état daté doit être transmis à l'acquéreur avant la signature de l'acte définitif de la vente. Et généralement, c'est le notaire chargé de la vente qui en fait la demande au syndic. L'état daté comprend obligatoirement 3 parties. La première partie, ce sont les sommes dues à la copropriété par le vendeur, comme des provisions exigibles lors du budget prévisionnel et des charges impayées sur les exercices antérieurs. Globalement, ça veut dire que le vendeur doit être à jour de les sommes qu'il doit au syndic. Deuxième partie, l'état daté comprend les sommes dues par le syndicat des copropriétaires aux vendeurs, comme des avances, des provisions pour les périodes postérieures à la période en cours. Ce sont donc toutes les provisions, même si elles ne sont pas prévues au budget prévisionnel, qui doivent être communiquées au notaire. Et enfin, la troisième partie de l'état daté, ce sont les sommes qui devraient incomber à l'acquéreur après la vente comme des provisions sur charges prévues dans le budget prévisionnel de la copropriété dont il aura à s'acquitter. Également, ce sont aussi des avances à reconstituer, des provisions restantes à verser pour les travaux de copropriété qui auraient déjà été votés, mais dont le paiement a été étalé dans le temps. Le tarif de l'état daté a été plafonné à 380 € TTC depuis le 1er juin 2020, alors qu'avant, effectivement, le tarif était libre. Alors, nous avons également le pré-état daté. Est-ce un document obligatoire ou pas? Nous avons vu que l'état daté doit intervenir avant la signature de l'acte définitif, mais depuis la loi Allure 2014, le vendeur a l'obligation de remettre au futur acquéreur les informations financières de la copropriété au plus tard le jour de la signature du compromis de vente.
ça veut dire que l'acquéreur doit avoir toutes les informations qui influent sa décision d'achat dès la signature de la promesse de vente. Alors nous avons parlé du document qui est l'état daté, mais à présent nous avons un autre document auquel nous faisons référence aussi dans la signature d'un bien, dans la vente d'un bien, c'est le pré-état daté. Est-ce un document obligatoire ? Alors nous avons vu que l'état daté doit intervenir au plus tard avant la signature de l'acte définitif, mais depuis la loi Allure 2014, le vendeur a l'obligation de remettre au futur acquéreur les informations financières de la copropriété au plus tard le jour de la signature du compromis, donc, ou de la promesse de vente. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous devons avoir une parfaite transparence du bien, des informations financières de la copropriété vis-à-vis de l'acquéreur, et ce, dès la signature de la promesse de vente. À défaut d'avoir ce document, le pré-état daté, le délai de rétractation ne commencera pas à courir. Dans la pratique, cette obligation est présentée dans un document donc informatif qu'on appelle pré-état daté, mais ce document n'a pas d'existence légale réglementaire. Ça veut dire que ce document n'est pas rédigé obligatoirement par le syndic. Le vendeur peut établir lui-même ce document à partir de l'extranet de la copropriété, du syndic, puisque le vendeur peut récupérer toutes les informations de la copropriété, de son lot, à partir de l'extranet du syndic qui le met généralement à disposition. Donc, et ce document ne doit pas faire systématiquement l'objet d'une facturation, comme c'est souvent le cas. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'état daté et le pré-état daté. À présent, nous allons aborder la notification de la vente, donc lors de la signature d'une promesse ou d'un acte définitif d'un lot. La notification de la vente au syndic est une formalité obligatoire. Elle doit être établie à titre de preuve par lettre recommandée avec accusé de réception. À défaut de notification, la vente n'est pas opposable au syndic. Ce dernier ne peut réclamer à l'acquéreur le paiement des charges de copropriété, car le vendeur reste redevable des charges appelées et l'acquéreur ne peut pas se prévaloir ni de sa propriété ni de sa qualité de copropriétaire. Le notaire doit adresser un avis de mutation au syndic par lettre recommandée et accusé de réception dans un délai de 15 jours à compter du transfert de copropriété. Et l'avis de mutation a pour objectif de faire courir le délai imparti au syndic pour faire opposition sur le prix de vente du lot. Le syndic peut aussi former son droit d'opposition afin de réclamer le montant des créances du syndicat de copropriétaires à l'encontre du vendeur, par exemple les charges impayées, dans un délai de 15 jours, à compter du lendemain du jour de la réception de la notification de l'avis de mutation. Lorsque le syndic a fait une opposition régulière entre les mains du notaire pour le paiement des charges arriérées, le notaire doit seulement bloquer les sommes réclamées et les reverser au syndic. À défaut d'accord sous 3 mois après la constitution par le syndic de l'opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat. Alors à présent, nous allons évoquer les conventions financières entre vendeurs et acquéreurs qui sont en revanche celles-là non opposables au syndic. Cette convention est issue de la pratique et elle a pour objectif de prévoir entre les parties un règlement équitable de sommes engagées ou à engager dans le cas de la copropriété. Mais cette convention reste inopposable au syndic et elle porte sur 3 éléments. Le premier élément, ce sont les fonds de travaux, c'est-à-dire qu'en pratique, il est prévu que l'acquéreur rembourse au vendeur donc ces sommes le jour de l'acte définitif.
Deuxième point de convention entre acquéreur et vendeur, ce sont les provisions du budget prévisionnel. C'est-à-dire qu'il est prévu que l'acquéreur rembourse également au vendeur, au prorata temporis, l'appel de fonds en cours le jour de la vente. Et enfin, les provisions pour travaux. Il s'agit que lorsque les travaux ont été votés en assemblée générale, si l'assemblée générale a été votée avant la vente, le vendeur donc doit s'acquitter de l'ensemble des sommes qui ont été votées en assemblée générale. Et l'acquéreur, bien évidemment, donc devra les sommes s'il assiste à la prochaine assemblée générale lorsqu'il soit propriétaire. Mais des fois, il intervient une assemblée générale entre la promesse de vente et l'acte définitif. Eh bien, le vendeur doit informer son acquéreur en lui remettant donc la convocation à l'assemblée générale, et l'acquéreur ira assister à l'assemblée générale et aura le pouvoir de voter à l'assemblée générale, et donc il devra donc s'acquitter des sommes qui auront été votées en assemblée générale. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur lors de la vente, les régularisations financières entre un acquéreur et un vendeur lors d'une transaction, donc lors de la promesse de vente ou de la signature de l'acte définitif. Cette semaine, la question juridique qui est posée est la suivante. J'ai un balcon qui, selon le règlement de propriété, est une partie commune à jouissance privative. Qui doit payer la réfection pour l'étanchéité? Eh bien, si une partie de l'immeuble est une partie commune à jouissance privative, le copropriétaire doit assurer l'entretien de cette partie, mais c'est la copropriété qui prend en charge les dépenses qui ne relèvent pas de l'entretien. Clairement, s'il s'agit d'un entretien courant, ces dépenses relèvent du vendeur, mais s'il s'agit, comme on l'évoque, du défaut d'étanchéité qui résulte donc d'une réfection totale de l'étanchéité de ce balcon, eh bien ça relève donc des frais de copropriété. Voilà pour répondre à ce point juridique. Et enfin, nous allons présenter un bien à la vente. Il s'agit d'une maison qui se trouve dans le quartier de Saint-Loup à Marseille, dans le 10e arrondissement, chemin des Prud'hommes. C'est un petit lotissement qui s'appelle le hameau de Saint-Loup. Et là, nous avons à la vente une maison de 95 mètres carrés sur une parcelle de 350 mètres carrés, une belle parcelle avec piscine, avec un joli extérieur et un garage également. La maison est sur 2 niveaux avec la partie jour, salon, séjour, cuisine ouvert sur le jardin en rez-de-chaussée, et à l'étage nous avons 3 chambres et la salle de bain. La taxe foncière est de 2 000 €, les charges de lotissement 30 à 40 € mensuels, et le prix de ce bien est de 470 000 €. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous remercie infiniment pour votre écoute donc durant toutes ces chroniques de cette année scolaire qui se clôture. Je remercie infiniment notre talentueuse Amy qui m'a accompagné pendant toutes ces chroniques. Je la remercie de sa patience, de sa disponibilité, et elle m'a apporté beaucoup. Et bien évidemment, je remercie Laura et Jean-Jacques pour leur confiance. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été. À très bientôt. Bye bye. Voici les clés, ne les perds pas sur le... Retrouvez les clés de l'IMO, présentées par Philippe Cohen.